C'est magique, ça marche. Bonjour. Donc, bienvenue au Lyon.js, 18e du nom, si je ne m'abuse. Merci. Le code Wi-Fi, il reste 3 secondes pour le noter, si vous voulez net. Après, il faudra cliquer sur le voisin. Allez, je vous donne 3 secondes de plus. Pendant ce temps, je fais les sponsors sans les logos. Merci quand même aux sponsors qui permettent d'organiser ça. Donc l'Epitech pour la salle et Worldline. Et le speaker. Et le speaker. Oui, bah, bien sûr. Et les speakers. Non, l'Epitech. Ah, ils fournissent le speaker aussi. Aujourd'hui, ils fournissent même le speaker, effectivement. J'ai du mal à suivre, ça va trop vite pour moi. C'est pas grave. Donc, un petit rappel des user group lyonnais de la semaine. Rapidement, on est encore en conflit avec les Human Talks, c'est pas volontaire, c'est pas machin. C'est juste que je pense qu'on a tous décidé de faire le premier mardi du mois, du coup. Ou le deuxième, mais du coup ça tombe systématiquement en même temps. Donc désolé, demain il y a le Lyon Jug avec un bonhomme de J-Rebelle, a priori ça sera pas mal. Le Lyon Ruby en même temps, enfin on n'est pas les seuls à avoir des problèmes de conflit. Je sais pas comment on le prononce. Cocohead. Si vous aimez Mac. Le MUG si vous aimez Microsoft, comme ça il y en a pour tous les goûts. Et le Lyon Android User Group si vous aimez Android, il y en a vraiment pour tous les goûts dans cette guilde, c'est magnifique. Et puis après c'est Noël, je pense quand même qu'il n'y aura pas grand chose, hein, on peut le dire. J'ai trouvé rien sur PHP, je sais pas, ils hibernent peut-être. On dit toujours un mot sur les grandes conférences courantes, donc le Node.js c'est pas à venir, c'est passé, c'était il n'y a pas longtemps. J'y étais, c'était cool. Il y avait monsieur Brendan, inventeur du JavaScript, donc c'était sympa. Que dire d'un retour global Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai fait un bel article, je vous invite à lire sur le Node.js. Non, sinon il y avait beaucoup sur le tooling, sur le grunt, sur JSLint, outillez-vous. Pas mal d'astuces aussi, des trucs sur les iframes, des trucs horribles. Et sur la sécurité front aussi, c'était marrant. Comme quoi, avec une petite astuce de CSS, ça arrive à savoir si le mec avait déjà visité des sites ou pas. En mettant une grosse classe CSS compliquée et de savoir si ça s'affichait vite ou pas, si ça s'affichait vite, il l'avait pas vu. Bon bref. Et puis ils se sont mis un peu sur la gueule aussi sur ECMAScript 6 et pourquoi c'est bien, c'est pas bien. C'est le bon sujet du web. Tout sera en vidéo dans pas trop longtemps, donc je vous invite à aller voir les vidéos plutôt que de me croire sur parole. Ensuite, il y aura une petite pause, hein, les prochaines confs seront au printemps prochain, donc il n'y en a pas tout de suite. Celle qui est arrivée le plus proche, c'est Takeoff Conf à Lille. Elle est vachement bien, d'autant qu'il y a moi. Par contre, ça sera en anglais, donc ça sera à chier. Toujours, je le laisse ce slide, on a toujours besoin de speakers, on a toujours besoin, même si c'est pas des speakers, c'est des idées de qui c'est que vous aimeriez voir. Mais si c'est Brendan Eich, on ne pourra pas l'inviter, mais si c'est des gens un peu plus accessibles, c'est tout à fait envisageable. Donc n'hésitez pas à nous dire, lui, on aimerait bien entendre parler, etc. Ça pourrait nous donner de bonnes idées. On est joignable Google Groups, Twitter, partout. Ce soir, si vous êtes intéressé par Lyon.js, on fait l'assemblée générale. C'est notre réunion. C'est l'assemblée générale de l'association, mais c'est aussi le moment où on essaye un peu de s'organiser, qui fait quoi, pourquoi. Donc si vous voulez vous investir, pour participer un petit peu, n'hésitez pas à rester après le pot. Et puis on verra ensemble comment on organise
Bon, là, l'année a déjà un peu entamé parce qu'on l'a repoussé 3 fois, mais n'hésitez pas quand même. Et puis donc, n'oubliez pas l'apéro. Après les talks, il y a l'apéro en bas, il faut le trouver. C'est l'Epitech, hein, mais il y a des bières pour tout le monde. N'hésitez pas à venir. Et c'est tout. Je laisse la parole au premier à Guillaume, premier speaker, Angular, si je ne me trompe pas. T'as raison, Angular, c'est bien. Ouais, je fais des comptes, je fais des formations. J'ai vendu ma vie alors. Ok. Quoique. Ouais, les gens me demandent, c'est pas juste un mec. Ouais, non, c'est pas. Donc alors, bonsoir tout le monde. Au Lyon.js, c'est mon premier talk. Je vais présenter un peu des techniques de ninja, si on peut dire, sur AngularJS. Ça, c'est vraiment un truc qu'on voit quand on regarde un peu sur Internet. Plein de tutos sur faire un to-do list en AngularJS, un chat, un truc comme ça. Et dès qu'on veut aller un peu plus loin, j'ai souvent trouvé qu'on n'avait pas beaucoup de petits trucs et astuces pour voir tout ça. Et là, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un petit talk là-dessus. Si ça a bien marché. Alors, je suis Guillaume Besson. Je suis développeur web chez Chase. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis chez Chase. On a bien bossé un peu plus maintenant, beaucoup de boulot. J'y reviendrai juste après. Je suis aussi étudiant à Epitech en 2e année. Donc Epitech, c'est ici à peu près, quelque chose comme ça. Et je suis joignable sur Twitter, où c'est là où je réponds plus, où je passe ma vie dessus. Donc parlez, voilà, je vous répondrai. Alors, je vais faire un petit peu de pub. Parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est Chase. Ça fait 1 an qu'on bosse dessus et c'est un réseau social de défis. Donc, c'est la grande mode actuellement de l'urban gaming. Enfin, il y a des grands acteurs comme Google qui y sont mis. C'était un peu geek et nous on s'est dit, bah tiens, allez, c'est sympa de rompre un peu cette frontière qu'il y a entre le réel et le virtuel. Et entre les jeux vidéo et ce qu'on peut faire dans la vraie vie. Et donc on s'est dit, bah allez tiens, on se lance un projet là-dessus. Chase, c'est composé de défis qui sont eux-mêmes composés d'étapes. On peut en avoir autant qu'on veut. Et c'est de la géolocalisation des photos. On envoie, on dit, bah allez tiens, viens ici, viens faire une course entre 2 points, enfin je sais pas, n'importe quoi, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et prendre une photo quand tu es arrivé à la course et que tu es totalement trempé. C'est jouable sur mobile, bien sûr. On ne se balade pas avec son ordinateur quand on veut faire une course. C'est sur iOS, donc vous pouvez l'essayer dès maintenant. Et pour ceux qui vont me dire, Android, ça va bientôt arriver. J'aime bien aussi raconter ça, je suis rentré dans Chase avec un tweet. Et ça, c'est assez original, je trouve. C'était il y a donc le 9 mars où j'ai juste répondu à un tweet disant bah allez tiens, j'avais rien à faire, j'étais en vacances, je m'emmerdais, allez on va se lancer dans un projet. J'étais vraiment pas au courant de ce que c'était et finalement bah, ça m'a mené là. Donc je suis plutôt content. Ma partie à moi, c'est la plateforme web. Dans l'équipe, on est actuellement 3 développeurs. Il y a un développeur sur le back-end, sur l'API, un développeur sur iOS et moi je m'occupe du web. Donc le web, on a commencé avant sur Backbone. C'est un framework JS qui existe déjà depuis un bon moment, qui a une bonne réputation et on a continué et vu qu'on commençait le projet, on avait toujours
disant allez, il faut modifier ça, faut modifier ça, et rajouter des fonctionnalités, en changer, et ça commençait à devenir n'importe quoi le code. Au bout d'un moment, je me suis dit bon allez, stop, je passe trop de temps à essayer d'aller modifier mon code et à changer les choses que j'ai déjà faites, supprimer, etc. Je vais refaire depuis zéro. Là, le choix, je pouvais soit garder Backbone, soit partir sur une autre plateforme. Et on parlait beaucoup sur Internet d'AngularJS à ce moment-là. Et je me suis dit, bah allez, tiens, je vais me lancer là-dedans. Je connaissais pas du tout ça. Et je fais, bah allez, on va faire un petit projet qui est devenu gros maintenant. Et à côté, d'autres technos qu'on parlait aussi un peu, du CoffeeScript et du Compass. Je reviendrai encore après. Donc, quand j'ai fait l'AngularJS, quand j'ai commencé ce projet, il y avait quelque chose que je trouvais énormément, c'est qu'il y avait beaucoup trop de lignes de code dans l'ancienne application de Backbone.js. Et je me suis dit quelque chose, je me suis dit, bon allez, je vais faire la méthode dry. Dry, ça veut dire don't repeat yourself. En gros, c'est très simple comme concept, il faut écrire moins de lignes. Et surtout, ne jamais réécrire la même chose. Bon, il y a des trucs pour ça, il y a des fonctions et tout, mais vraiment essayer de prendre cette philosophie de code, si on peut dire ça, et de l'exploiter au maximum. Au résultat, donc, on a moins de lignes, heureusement, enfin, faut mieux, et c'est beaucoup plus facile à maintenir. S'il y a moins de lignes, il y a moins de bugs, et quand on veut modifier une fonctionnalité, et bah, par exemple, on va modifier un seul endroit dans notre code, et ça s'étend n'importe où on l'utilise. C'est vraiment quelque chose qui permet de gagner énormément de temps. Et dans plein de petits exemples qui peuvent arriver toujours. Pour faire le don't repeat yourself, premièrement, c'est le don't repeat your HTML. C'est vraiment, on en fait tous, on est obligé d'en faire, heureusement. Et pour ça, il y a les directives AngularJS. Les directives d'AngularJS, c'est des templates. C'est des templates en HTML qui sont injectés par AngularJS dans le code, là où on lui indique dans son HTML à soi, dans sa page. Ça peut prendre plusieurs formes pour l'injecter dans le code. Ça peut être une balise dédiée, un argument dans la balise HTML, enfin il y a plein de trucs. Une template a un scope dédié aussi. Un scope dans Angular, c'est toutes les fonctions, toutes les variables qui sont rattachées à un bout d'HTML. C'est-à-dire que par exemple, vous voulez coder un clone de Twitter, vous faites une directive Angular pour un tweet, et en gros, dans le scope, vous allez mettre l'auteur du tweet, le tweet, etc. Et ça sera répété. Et en fin de compte, c'est cette template qui sera toujours copier-coller à plein d'endroits de votre code, avec avec son scope dédié. Les directives AngularJS, c'est vraiment indiqué pour faire tout ce qui est interaction avec le DOM. Normalement, AngularJS, qui disent, c'est vous touchez pas du tout au HTML du côté du JS. Tout ce qui doit coder au HTML, tout ce qui doit toucher au HTML est dans le HTML. Tout ce qui est emplacement de variables, etc. Si vous ne connaissez pas, c'est assez sympa de voir ça. Et donc, quand on veut intégrer quelque chose comme un nouveau plugin en JavaScript qui est extérieur, etc., qui n'a pas du tout été codé pour AngularJS, on utilise des directives. Ce qui est indiqué dans la doc. Donc voilà, l'intégration de plugins, etc. Ce qu'on peut faire aussi, c'est dire, j'ai mon contenu et je le mets dans une pop-up, par exemple. Pour faire ça, on peut juste mettre une balise pop-up qu'on a codée à côté et intégrer dans cette template son code HTML. Et ça permet de faire des directives qui sont réutilisables de partout dans votre application pour plein de domaines. Deuxièmement, on a aussi le don't repeat sur JavaScript. Donc ça fait avec des modules. Des modules dans AngularJS, on a un grand concept qui s'appelle le Dependence Injection, qui permet dans chacun des endroits où vous en avez besoin d'injecter sous forme d'une variable, un objet, des modules. Des modules, ça peut être des constantes. C'est très pratique pour stocker tout ce qui est fichier de tout ce qui est configuration, etc. Et après, on a trois autres types de modules qui sont les factory, service et provider. En gros, c'est à peu près la même chose. Vous envoyez une classe qui sera instanciée une fois.
et qui est commune entre toutes vos fonctions dans lesquelles vous l'injectez. Il y aura quelques exemples après. Donc voilà, injectable, c'est un singleton, c'est-à-dire il y a une seule instance, il n'y a pas un module par endroit où vous l'instanciez, où vous le demandez. Ça c'est pratique pour plein de trucs. Après pour le CSS, donc là j'ai fait à peu près les 3 grands langages qu'on utilise. Nous on utilise les SAS et Compass. SAS et Compass c'est aussi des petits trucs assez sympas qui font beaucoup parler d'eux. Donc ça c'est très utile pour tout ce qui est variable. Parce que dans votre CSS, vous allez par exemple utiliser la couleur de votre site qui est, nous c'est du vert. Enfin, notre graphiste nous dira, il y a eu un nom à rallonge pour expliquer ce vert. Mais si on veut le changer, c'est juste une variable. Et ça change sur tout le site. Alors que sinon, on est obligé de faire les rechercher sur tous les fichiers CSS. Où est-ce que cette variable etc. à la changer. On pourrait faire, il y en a qui me diraient, on pourrait faire juste un find and replace. Il y a aussi quelque chose dans Compass qui cherche à ça. C'est les mixins. Les mixins, c'est des fonctions. On leur donne par exemple une couleur et on lui dit cette couleur, tu vas me l'obscurcir de 10% pour faire une ombre. Et dès qu'on va changer cette variable, la couleur du site par exemple, ça va changer carrément tout le thème, si on peut dire, du site. Et ça, c'est vraiment très pratique. SAS et Compass sont aussi très forts pour l'abstraction des vendeurs préfixes. Donc les vendeurs préfixes, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand il y a des propriétés qui ne sont pas encore gravées dans le marbre, qui sont faites, qui sont intégrées. Chaque vendeur, donc ça peut être Chrome, Firefox, n'importe qui, va les intégrer à leur façon, celle qui pense être la meilleure. Chacun a un avis différent, et ça mène à dire, par exemple, pour juste faire une onde sous une fenêtre, sur un div ou n'importe quoi, à mettre 4 propriétés différentes. Ça c'est un peu énervant, surtout de répéter toujours, ça c'est assez énervant pour le drive. Et Compass fait cette abstraction de vendeur préfixe. On dit juste, tu fais un box shadow, tu mets ça dedans, et lui, il va automatiquement s'occuper de mettre les vendeurs préfixes et tout ça, quand ce sera compilé en CSS. On peut aussi copier des règles depuis un autre bloc, c'est-à-dire si on a plein de pop-up qui diffèrent un tout petit peu, on peut copier le gros pop-up, puis après changer peut-être la couleur ou faire des choses comme ça. Et on peut faire des nested rules. Ça, c'est en gros dire, tu as ton pop-up, à l'intérieur, le titre de ton pop-up, il va être centré, etc. Et normalement en CSS, on met la classe du pop-up, on inclut toutes les règles, après on met la classe du pop-up, puis après la classe du titre, etc. Et là, on peut vraiment rentrer à l'intérieur des blocs et dire juste, c'est beaucoup plus lisible et ça rend, c'est beaucoup plus facile à modifier, vraiment voir quelles règles s'appliquent à quoi. Donc je vais commencer, tout le long j'ai fait des petits exemples pour expliquer comment on peut appliquer tout ça sur un vrai projet. Et le premier c'est un top panel. Ça c'est quelque chose qui est intégré dans le Chase. On avait besoin de pop-up, on avait besoin d'afficher des informations qui étaient temporaires, qui n'étaient pas tout le temps sur la page, des messages d'erreur, plein de choses comme ça. Et au lieu de faire un classique pop-up qu'on a vu partout, etc., je me suis dit, allez tiens, je vais faire quelque chose qu'on voit un petit peu, c'est un top panel comme j'appelle. Un top panel, donc là c'est une directive, donc il y a un élément qui s'appelle top panel, et à l'intérieur on met tout ce qu'on a besoin, que ce soit une information, un message d'information, une vue de login ou n'importe quoi, ou une vue de partage. C'est une boîte de dialogue, le login, les notifications de partage. Et ce qu'on fait, c'est on va faire un div qui est plaqué en haut, qui est en position fixe, et on va lui faire un translate Y de moins 100%. C'est-à-dire qu'il sera en haut du viewport, on ne verra pas. Et quand on l'active, on met juste un translation Y0, et ça va se remettre directement à la bonne position sur l'écran, donc on va le voir.
Donc le contenu injectable, ce contenu injectable, c'est ng-transclude qui le fait. C'est une propriété qu'on met dans le template pour indiquer, dans cette balise-là, tu vas m'insérer tout le contenu que j'ai mis à côté. Donc voilà, à la fin, ça crée un tag top panel qu'on peut ouvrir et fermer où on veut, et tout ce qui sera dedans sera intégré dans un top panel. Ça ressemble à ça. Je vais le faire voir sur le site réel. Ouais, le contraste c'est un peu, oui. Donc là, il y a un bout de connexion. Ah mais non, c'est à l'extérieur, d'accord. Et quand on clique dessus, directement, il y a ce top panel qui arrive et à l'intérieur, on a la vue de connexion. On a aussi le mot de passe oublié, et le mot de passe oublié, c'est aussi dans un top panel. On peut en faire marcher plusieurs avec les directives. Et directement, si on clique à l'extérieur, directement sur la croix, que vous ne voyez pas, ça vire le top panel. C'est bien pratique, on utilise ça un peu de partout dans l'application web. Donc ça ressemble à ça, on voit pas grand chose. Donc en gros, on voit un peu mieux là. Ce qu'on fait, c'est juste on instancie une directive top panel. Ça, c'est juste pour dire qu'on crée un élément, parce que ça peut être aussi dans un commentaire, ça peut être aussi un attribut d'une balise HTML, d'un div par exemple. On va remplacer cet élément par notre template. On ajoute le transclude pour justement injecter notre contenu qui est dans cette balise à l'intérieur de notre template. Et elle va être juste ici, dans cette balise-là. Et donc, on décore notre div avec un autre div qui est top panel, qui a toutes les classes CSS associées, et aussi avec là un plus pour indiquer la croix. Après, à l'intérieur, on a créé un scope. Bon, là, le scope, il ne sert pas à grand-chose, même à rien. Et on accède tout ce qui est événement HTML directement dedans. Dans la doc d'Angular, ce qu'ils disent, c'est que le seul moment où on peut écouter pour des événements en HTML, c'est dans une directive. C'est le but du directive de faire ça, de faire la communication entre le JavaScript et le HTML. Enfin, le JavaScript, si on peut dire à peu près ça. Enfin, les contrôleurs AngularJS. Donc là, on a aussi quelque chose qui permet de dire, on a une variable, on dit quand cette variable elle est à true, tu moves le top panel. Et là, on va aussi dire, tu vas me regarder cette variable, tu vas la watch, et si jamais elle change, tu vas regarder si elle est true ou false. Si elle est true, tu m'affiches mon top panel, sinon tu ne m'affiches pas. Et cette variable, par exemple, dans l'exemple de login, elle est utilisée à deux endroits. Elle est aussi bien utilisée pour le login et le mot de passe oublié. C'est-à-dire qu'on peut afficher un top panel en fonction de la valeur de la variable. Ça, c'est dans les attributs du top panel qu'on affiche. C'est bien pratique. Ensuite, ça c'est un exemple de module. C'est pour gérer tout ce qui est utilisateur. Ça, on l'utilise de partout aussi. C'est un service. C'est la réception de l'utilisateur, et dans les besoins, on avait besoin du login, du logout, et de l'inscription, et aussi de Facebook. Donc ça gérait tout ce qui était en rapport avec l'utilisateur, donc le non-user. Et ça gérait aussi les profils. Les profils, dans Chase, on a un utilisateur et un profil associé. L'utilisateur, c'est tout ce qui est mot de passe, etc., adresse mail, et le profil, ça contient toutes les données qui sont en rapport avec cet utilisateur, qui peut modifier. Le fonctionnement, actuellement, on utilise un cookie de session. Et quand on va voir la page, quand on la charge, on a besoin de savoir si l'utilisateur est connecté ou pas, pour afficher ses informations, etc. Donc, la première chose qu'on fait, c'est on fait un appel à l'API, pour lui dire, tiens, donne-moi mon profil. Si il l'envoie, c'est que je suis connecté, c'est tout bien, etc. Je cherche ça en JavaScript, dans mon Angular, dans mon module. Sinon, je vais lui dire, ok, il n'est pas connecté, affiche-moi la vue de login.
si jamais il n'a pas le droit. Donc voilà, si l'utilisateur n'est pas connecté, bah, on le vire si la page elle est incorrecte, enfin si elle est que pour les utilisateurs authentifiés. Sinon on charge le profil et on charge la page. L'intérêt de ça, c'est qu'on peut le coupler au routeur AngularJS pour dire facilement les pages qui ont un accès public et celles qui ont un accès restreint, uniquement pour les utilisateurs qui sont soit logués, soit validés, c'est-à-dire qui ont validé leur adresse mail. Pour faire ça, quand on va instancier la route, on instancie un objet qui a des propriétés qui sont toujours utilisées comme le contrôleur, le template, etc. Et on peut ajouter des propriétés n'importe lesquelles qu'on veut. Et là, par exemple, il y a le logged only, et qui est égal à tout. Pour la vue de création, c'est la création d'un défi, il n'y a que les utilisateurs connectés qui ont le droit d'y accéder. Pour ça, on peut dire que on écoute l'événement route change start, qui est envoyé dès qu'on change de page, ou alors à l'initialisation. Et on dit que à cet événement, on va checker les permissions. Et c'est cette fonction check root permission on va voir juste après. Et l'utilisateur, il peut être aussi dirty. Ça veut dire qu'il vient juste de charger la page et on ne sait pas encore s'il est connecté ou pas parce qu'on n'a pas encore eu la réponse du serveur. Donc là, on attend. Et donc dans le check root permission, on récupère la route et on lui dit, tiens, la route qui est ici, elle correspond à l'objet qui a été instancié juste au-dessus. Et on cherche si elle est uniquement réservée aux utilisateurs logués et si notre utilisateur n'est pas connecté. S'il n'est pas connecté, on le vire, on le ramène jusqu'à la page d'accueil et on utilise un petit mot qui s'appelle replace. C'est juste pour dire que quand on va faire précédent, on ne va pas faire une boucle de redirection. Enfin, pas une boucle, mais ça ne va pas revenir sur la page d'accueil. Parce que si on fait le précédent, on va dire, tiens, il essaye d'accéder à la route de création. Est-ce qu'il y a le droit? Non. Tiens, je le renvoie vers l'accueil. Et en gros, on ne peut jamais faire précédent, parce qu'on est toujours renvoyé vers l'accueil. Replace, ça veut dire que quand on va renvoyer vers l'accueil, l'événement qui est juste avant, on le zappe. Et donc, quand il va faire précédent, il va venir vraiment à la page à laquelle il était juste avant. Donc voilà, redirection sur l'utilisateur n'est pas connecté. Un autre grand domaine, c'est faut que ça plaise à l'œil. Et ça, ce qu'on passe. Ça, on utilise beaucoup aussi. On utilise tout beaucoup. SAS, c'est un langage qui est compilé en CSS. Et c'est des fichiers. Il y a deux syntaxes pour faire du SAS. Et ça se fait avec l'extension de fichier. Celle qu'on utilise nous, c'est le SCSS. C'est juste un S avant les CSS. Et c'est des fichiers qui sont en CSS compatibles avec la syntaxe SAS. C'est-à-dire que vous pouvez faire un copier-coller d'un grand bloc de CSS que vous avez avant, l'envoyer dans le SAS, et il le compilera dans la même chose. C'est vraiment, vous pouvez utiliser tout ce que vous connaissez en CSS dans le SAS. Il n'y a rien besoin d'apprendre en plus pour faire la même chose. Après, pour vraiment utiliser SAS, il y a plein de petits trucs qui sont bien pratiques, comme les variables, les fonctions, ils appellent ça mixing, les nested rules, et les include. Les include, c'est comme j'ai dit, c'est aller chercher depuis un autre bloc, disant ce pop-up là, tu me ajoutes toutes les rules qu'il avait et tu me le mets dans le pop-up vert par exemple. C'est codé en Ruby, enfin le compilateur est en Ruby. Je crois qu'il y en a plein d'autres qui sont amusés à faire des compilateurs de notre logage. Et ça, vous pouvez vous éclater. Compass, c'est une librairie qui est au-dessus de SAS. C'est une grosse boîte à outils. Il y a plein de trucs, et des mixings, des variables, plein de choses, qui sont déjà prédéfinis et qui sont très pratiques. Donc des mixings. Ça sert aussi aux sprites. Les sprites, si vous ne connaissez pas, c'est en haut, vous avez 50 icônes sur votre site, 50 c'est encore assez peu. Quand vous allez charger, vous allez devoir faire 50 requests à votre serveur pour dire tu vas envoyer les 50 icônes. Les sprites, vous prenez toutes vos icônes, vous les mettez en une seule image, vous envoyez l'image et après vous faites des règles en CSS disant que le background
de votre image. Au lieu de le remplacer par votre image, vous le remplacez par la classe qui est générée par Compass. Et bah, tu vas me le placer juste dessous l'icône que j'ai besoin. Et ça permet de réduire énormément les requêtes. Donc réduire le chargement de la page. Et aussi beaucoup d'helpers dans CSS3. Comme je l'ai dit, pour les vendeurs préfixes. Les vendeurs préfixes, par exemple, pour Boxshadow, maintenant, il n'y a plus besoin de vendeurs préfixes. Et il y a une grande référence, c'est le site What Can I Use, qui tient une référence en disant, voilà, telle version de Chrome a viré les vendeurs préfixes, telle version de Mozilla, on a encore besoin, etc. Et ils émettent des recommandations pour dire, bah voilà, celui-là, il faut toujours mettre vendeur préfixe pour celui-là, et celui-là, non, on s'en fout. Et Compass les utilise. En pratique, il y a un gros fichier global qui importe tous les autres. C'est le seul fichier qui est compilé et qui va permettre d'avoir un seul fichier CSS à la fin. Donc ça économise aussi les requests au serveur. On a un gros fichier qui contient toutes les variables, qui sont toutes là, avec les couleurs, les tailles, vraiment tout. Et puis ensuite, on a un fichier par page qui contient la spécifique. Chacune des pages a plein de règles en CSS. Ça permet vraiment de modulariser tout ça. Quand on veut virer une page, c'est déjà arrivé. Bon, c'est du travail gâché, on vire la page. On a un dossier, on le vire et puis voilà, c'est fini. Ensuite, quand on a tout ça, bon, c'est des technos un peu nouvelles. Vous envoyez dans votre navigateur, ça sert à rien. Enfin, lui, il ne saura pas quoi en faire. Il ne va pas compiler le SAS, le CoffeeScript, il ne va pas le compiler non plus. Enfin, voilà. Et pour faire tout ça, il y a soit vous le faites à la main, avec les outils en ligne de commande qui donnent. C'est long, c'est assez long, il faut trouver quel fichier vous allez modifier, il faut le compiler, il faut le remplacer, etc., recharger votre navigateur. Si vous utilisez un task runner, comme Grunt, c'est un des plus connus. Donc c'est écrit en Node.js cette fois. Moi j'aime bien Node.js. C'est une très grande communauté, c'est de l'open source aussi. Hein. Tout ce qu'on utilise c'est de l'open source, si j'ai oublié de le dire. Et c'est vraiment très puissant avec leur système de plugins. C'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie que vous pouvez trouver, vous trouverez un plugin pour Grunt aussi. Il y a plein de gens qui s'amusent à faire des plugins, c'est très facile à le faire. Et le nom Grunt, le nom Grunt vient de Warcraft. Ça, le créateur qui l'a avoué, si on peut dire ça. Normalement, on a une petite image de Grunt, mais là, ça ne s'affiche pas. Bref. Les plugins qu'on utilise, parce que j'ai tout refait de zéro. Il y a plein de fichiers Grunt qui existent sur Internet avec des trucs qui font 500 lignes de long, qui sont super bien, super complexes. Et refaire à zéro, ça a vraiment l'intérêt. On sait ce qu'on utilise et on sait comment ça marche. Et on peut très facilement le modifier pour nos besoins. Donc il y a le HTML2JS, toutes nos templates HTML qu'on utilise en Angular. Normalement, quand on va chercher une nouvelle page, Angular va faire un appel pour récupérer la template en HTML et lui mettre les variables qu'il faut dedans. Ça, c'est encore des requests qui sont inutiles. Donc on peut toutes les prendre et toutes les mettre dans un fichier en JavaScript sous forme de string un peu plus, et elles sont un peu plus compliquées que ça. Ensuite, les basiques, Cleaned Copy, qui vient un dossier, le dossier qu'on avait précompilé avant, ou tout ce qui était temporaire, et le deuxième qui va copier tous les assets, c'est-à-dire toutes les images, toutes les polices, etc., directement, parce que là, ces images-là, on s'en fout, on n'a pas besoin de les passer dans le task runner, on a juste besoin de les copier dans le dossier qui va vraiment être ce qu'on va exposer au web. Compass, bien sûr, qui va faire toute la compilation de SAS et Compass. Compass a un CLI, une commande allouée juste à Compass, parce qu'il fait plein d'autres choses à côté qui étend énormément le SAS. Et là, Grunt l'utilise. Le Coffee aussi, pour le CoffeeScript. Le CoffeeScript, je n'en ai pas parlé, mais c'est juste un langage qui se compile en JavaScript et qui permet de virer plein de petits trucs qu'on répète souvent en JavaScript. C'est assez pratique, il y a plein de gens qui n'aiment pas ça, moi j'aime bien.
Uglify qui va permettre de faire tous nos scripts qui ont maintenant été compilés en JavaScript. Coffee fait, on peut le configurer, mais actuellement il est fait pour juste prendre un fichier CoffeeScript et le passer sur un fichier JavaScript, le compiler bêtement et méchamment. Uglify lui va prendre tous les fichiers et il va les concaténer en un seul fichier. Donc ça fait plus qu'une seule request pour le navigateur et tous les minifier. Comme ça la request elle est petite. HTML, pareil, minification du HTML. Replace, ça, c'est assez pratique parce que quand vous avez une page index.html qui contient strictement rien à part le lien vers votre feuille de style CSS et vers votre script JavaScript, quand vous changez quelque chose, et ben, le navigateur va le garder en cache et vous ne savez jamais ce que l'utilisateur va avoir sur son écran. Pour faire ça, on peut faire du cache hosting, c'est-à-dire qu'on va changer le nom du script, enfin le nom du fichier, avec la version que vous utilisez. Et ça, Replace, ça permet de remplacer dans le fichier index.html la valeur de la version du script. Le connect aussi, ça c'est assez pratique parce que bon, on bosse pas sur serveur prod, heureusement, et on bosse en local et ça crée automatiquement un serveur qui va en Node.js. Node.js c'est assez pratique pour ça, qui va juste envoyer vos fichiers à votre navigateur. Et à côté, qui est très pratique, le Watch. Le Watch, en gros, c'est un plugin qui va vérifier vos fichiers, qui va voir dès qu'il y a quelque chose qui change, et ben on repasse toutes les règles qui sont associées à ce fichier-là, et on recompile automatiquement. Ce qui est bien, c'est qu'on compile pas tout le projet, parce que c'est assez long, on compile juste ce qu'on a besoin. Donc le petit plus qui fait gagner énormément de temps, c'est Live Reload. Comme ça compile, le task runner passe tout le temps, dès qu'il y a quelque chose qui change. Live Reload, lui, il va prendre l'event, tiens, ça a fini de charger, et il va l'envoyer à votre navigateur, il dit, recharge-moi la page. Et donc, vous êtes dans votre éditeur, vous êtes sur votre page, vous changez quelque chose sur votre éditeur, et directement, peut-être 1 ou 2 secondes après, votre page elle va se recharger. Et vous verrez tout de suite les changements. Ça s'intègre, c'est intégré automatiquement dans le plugin Watch de Grunt, mais il y a aussi besoin d'un plugin pour le navigateur, donc ça se trouve assez facilement. Donc voilà, c'est à peu près plein de petites techniques qu'on a trouvées, et je vous remercie. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas, et sinon vous pouvez toujours m'envoyer des tweets sur Geekium, je prends à tout, donc voilà. Tu as eu des problèmes de perf déjà avec Angular? Alors je répète la question, sinon on va peut-être entendre. Les problèmes de perf avec Angular, actuellement non, on n'a pas trop eu de problème de perf. Par contre, on avait un problème, moi j'avais un problème qui m'énervait assez beaucoup sur Grunt. Quand je repassais, au début j'utilisais le watch bêtement et méchamment, dès que je modifiais un fichier, je reprenais tout. Et ça fait quoi, 10-15 secondes. Mais 10-15 secondes, dès qu'on change une ligne, c'est un peu énervant. Donc j'ai bien pris le temps de paramétrer Grunt, et maintenant ça fait 2-3 secondes la plupart du temps. Mais sur Angular, non, on n'a pas eu... j'ai pas eu de problème de performance. Avec Uglify, c'est pas gênant pour le debug, cette minifie tout, il y a un mode dev et un mode... Alors pour Uglify, pour le debug, Uglify, oui, c'est assez énervant la minification. On peut très facilement passer de la minification à juste la concaténation avec un flag dans Grunt. Et il y a aussi quelque chose qui commence à arriver maintenant qui s'appelle les source maps, et ça permet de passer directement du JavaScript compilé à votre langage source. Bon bah merci. T'as pas montré grand chose de l'application. C'est l'application mobile qui est faite aussi en Angular, ou c'est que les écrans du front web Non, il n'y a que le web qui est chargé de créer des défis,
qui est en Angular. Pour tout dire, quand je suis rentré, j'avais entendu parler de tout ce qui était PhoneGap, Cordova, etc., qui permettent de faire une application, de faire un site web, de la packager dans une application, dans une WebView, et de l'envoyer avec des API en JavaScript qui permettent d'accéder à tout ce qui est un peu natif et pas accessible en JavaScript normalement, et de l'envoyer sur tous les OS. On a eu des gros problèmes de performance là-dessus par contre. C'était sur du backbone. C'était il y a un moment et en gros ça passait sur les derniers téléphones, mais tout ce qui était avant, et qu'on voulait faire un peu d'animation et tout, même avec des animations qui étaient accélérées graphiquement, matériellement, ça passait pas. Donc on a laissé ça de côté, on s'est dit bon bah allez, on va passer à du natif, et je pense qu'on a fait le bon choix. On a économisé beaucoup plus de temps à passer sur du natif qu'à essayer de faire marcher le PhoneGap. Pendant la vie du projet, qui a quand même duré maintenant, vous avez vu probablement passer plusieurs versions d'Angular. Vous avez fait des évolutions de versions, et auquel cas, est-ce que ça s'est bien passé? Angular, j'ai changé juste une fois de version. Ouais. J'avais pris la dernière qui était quand j'avais commencé le projet sur Angular. Et puis après, j'ai regardé et j'avais besoin d'une nouvelle balise qui s'appelle ngIf, qui permet d'insérer un élément en HTML uniquement si la variable est true. Et voilà. Ça, j'ai juste changé directement la lib, et par miracle, rien n'a cassé. Donc voilà, là on est toujours sur la version de dev d'Angular. Je crois qu'ils ont passé ça en prod, je suis pas sûr, il faudrait que je vérifie. Mais pour l'instant ça tourne sur la version de dev d'Angular et il n'y a aucun problème avec ça. Bon, merci à tous. C'est qui veut voler son code. Non. Bonjour. Donc après que de nombreuses personnes essayaient de saboter ma présentation en enlevant toutes les prises HDMI de l'Epitech, je peux enfin commencer. Donc je vais raconter un peu en fait mon histoire, ma rencontre avec SMJS, avec MSLTM. En fait, je suis parti au début avec un plan. Le plan, c'était de loader des images dans le browser pendant que l'utilisateur les uploadait. Tout simplement parce que vu que en fait, je fais un logiciel de gestion de photos et c'est des photos généralement qui peuvent faire 10 mégas. Et donc c'est assez long à uploader et on voulait que l'utilisateur puisse, avant de les avoir complètement uploadés, les ajouter dans des albums ou faire des opérations de gestion dessus. Donc c'était utile qu'ils puissent les voir avant d'avoir fini de les uploader. Donc en partant de là, j'étais assez naïf au début. Je me suis dit, je vais les loader avec Canva
On peut faire aussi avec image, mais finalement ça revient au même. Sauf que un des gros problèmes de Canva, c'est que ça tourne dans l'UX Thread, et avec tout ce qui se passe en plus de juste loader des images, bah, ça devient vite assez horrible pour l'utilisateur, et donc c'était pas possible. La chose qu'on va penser naturellement, on va se dire bah, on peut paralléliser, sauf que les web workers, ils ont accès à rien du tout. Donc pas de Canva, donc pas de resizing dans les workers avec le Canva. Et donc ma première idée, qui a été la première idée assez stupide, c'est de me dire je vais coder un décompresseur JPEG en JavaScript. C'était une très très bonne idée, jusqu'à que je me rende compte que c'est super compliqué JPEG. Donc je vais expliquer comment ça marche, parce que ça va me prendre du temps et comme ça tout le monde sera content. Donc JPEG, c'est un algorithme de compression qui est assez compliqué, comme j'ai déjà dit. La première étape, c'est une étape qui vise à changer un peu la représentation des données de la photo pour en faire une donnée qui est plus manipulable par rapport à l'œil humain. Donc on va déjà transformer du RGB en YCRCB, qui en fait, Y c'est la brillance du pixel, CR c'est la composante rouge et CB la composante bleue. Il y a des gens très intelligents qui ont remarqué que l'œil humain était vachement plus sensible à Y qu'à CR ou CB, donc ils ont dit on va prendre tout Y et CR et CB on va virer la moitié. Personne ne s'en rendra compte, tout se passera bien. La deuxième partie, c'est on va prendre nos blocs Y, CR, CB et on va appliquer une chose très jolie qui s'appelle une discrete cosine transformation. Et en fait, à quoi ça sert? Ça sert à rassembler la majeure partie de l'information de ce bloc dans une seule donnée, quoi. On va mettre beaucoup d'informations dans une donnée et après, dans le reste du bloc, il va y avoir des données qui sont bien plus petites. À quoi ça va servir? Ça va servir pour l'étape suivante, qui est la compression entropie, donc qui est l'encodage assez classique en compression. Donc on va déterminer les motifs, un certain nombre de motifs dans les données, et on va les construire un arbre à partir de ces données. Et plus le motif est répété dans l'ensemble de l'image, moins il sera profond dans l'arbre. Comme ça, on aura accès à lui assez facilement. Tout ça pour dire que c'est vraiment trop compliqué et que du coup, j'ai abandonné. Après, je me suis dit, il y a des gens vachement plus intelligents que moi qui ont déjà fait ça. Et j'ai pu le faire. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, très bien, il y a un truc pour compiler du CPP ou du C en JavaScript, on va utiliser ça. Et donc, ça s'appelle LScriptM. C'est... apparemment, je parle d'abord des web workers. J'en ai déjà parlé. Donc oui, ça sert à faire de la parallélisation, mais on n'a pas accès à grand-chose. Du coup, on utilise MScriptM, qui est un compilateur C de LLVM bytecode jusqu'au JavaScript. Donc il y a des gens qui ne connaissent pas LLVM ici. Tais-toi. Donc voilà, très bien, ça compile du LLVM vers JavaScript. Ce qui est encore mieux, quand on utilise Firefox, c'est que ça compile directement en ASM.js. ASM.js, c'est pas mal. C'est vachement plus rapide que le JS normal, mais c'est vachement plus chiant à écrire. Comme du CoffeeScript. Donc en gros, j'ai pris une librairie que j'ai trouvée sur le net au pif, qui s'appelle NanoJPEG, et c'est pas mal. C'est pas aussi bien que le chargement d'une image native, donc sur 1000 chargements d'une image, j'ai donc près 50% en plus. C'est pas top, mais c'est pas mal.
Donc après, how do you work? Emscripten, comment ça marche? Donc, la première étape, la première question à se poser, c'est comment on compile du C ou du CPP vers du JS. Donc, Emscripten, ça permet plusieurs choses. Ça permet de compiler du CPP vers du JS, mais ça peut aussi faire sortir du bytecode optimisé. À quoi ça sert? Ça sert surtout quand on a des gros projets où il y a plusieurs fichiers, ce qui n'était pas du tout mon cas. Donc pour ça, on a en plus des outils qui ressemblent à Configure et à Make, donc très bien nommé mConfigure et mmake. Pour ceux que ça fait bander, il y a aussi du Dynamic Linking, c'est trop bien. Et je ne sais pas du tout ce que ça fait. Alors la deuxième étape, c'est cool de compiler mon CPP, mais comment j'y accède depuis un autre script.js? Parce que je ne vais pas tout coder dans le même fichier. J'essaye. Donc la première chose à comprendre, c'est qu'il faut exporter la fonction quand on compile le CPP. Donc c'est une option, donc c'est l'option -s qui veut dire settings, et donc dans laquelle on va lui fournir un tableau avec le nom de la fonction qu'on veut exporter. Donc là, la fonction qu'on exporte, c'est int underscore square root, et non pas underscore in square root. Le underscore, il faut le mettre seulement dans cette option, c'est obligatoire, je ne sais pas pourquoi. Après, c'est la partie marrante. Tu peux zoomer sur le code? Non, je ne sais pas faire. C'est pas mon PC, hein. Non, mais c'est pas très compliqué. Personne n'arrive à lire? Non. Tant mieux. Alors, non, c'est juste une illustration, on s'en fout. En fait, à partir du moment où dans Worker, on va importer le script ASM, donc avec import script, qui marche super bien. Et à partir du moment où on aura importé, on va avoir une variable globale qui s'appelle module, et en gros qui contient toute la mémoire du script ASM. Dans ce module, on va avoir 6 heaps, la heap 8, heap 16, heap 32, et la même chose dans Inside qui s'appelle heap U8, heap U16 et heap U32. Et donc ça va contenir toute la mémoire donc, de nos scripts ASM. Alors, c'est là que ça devient encore plus marrant. Quand on va appeler notre fonction, ce qu'on va pouvoir renvoyer généralement, c'est un objet ou un type natif. Si on renvoie un objet, il va falloir connaître le layout de cet objet pour pouvoir le décoder dans notre JS. C'était hors de question pour moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que, en gros, j'ai alloué de la mémoire avant mon appel avec module.underscore_malloc, qui est la fonction malloc du C. Après, pour le paramètre entrant, j'ai accédé à la mémoire dans la heap et mis la valeur de mon paramètre entrant à la bonne adresse. Et ensuite, j'ai mis à 0 les autres valeurs, comme ça je me suis dit, pas de problème. Après, j'ai appelé la fonction. Donc, pour appeler une fonction qu'on a exportée, c'est module.ccall et le premier paramètre c'est une chaîne et c'est le nom de la fonction. Après, il y a plein de paramètres qui servent absolument à rien, qui sont le type de retour. Donc là, c'est number. Et après, on a un tableau avec le type de tous les paramètres. Et là, c'est tout number. C'était vraiment facile. Et ensuite,
on a du coup les adresses de tous mes paramètres. La fonction s'effectue, tout se passe bien. Et donc en retour, j'ai quand même renvoyé juste un int qui est la longueur du tableau d'entier que je reçois. Donc en gros, ma fonction, je vais lui envoyer un tableau d'entier qui est juste la représentation au tableau de mon JPEG. Et lui, ce qu'il va m'envoyer, c'est un tableau d'entier qui est une représentation bitmap de mon image. Donc, opération inverse, je vais chercher dans ma heap les valeurs que je veux à partir des pointeurs que j'ai fournis à la fonction. C'est comme du C, mais en plus chiant. L'optimisation. 3 niveaux d'optimisation. Au 1, au 2, au 3. Comme dans LLVM, comme dans beaucoup d'émulateurs. Il y a une fonction qui est un peu pas mal. C'est, on peut dire, je veux faire des optimisations, mais que JS. Je veux pas les optimisations LLVM. Ok. Et un truc qui est assez sympa, c'est que si on fait moins ou 3, le compilateur il va dire attention, ce que tu fais c'est pas top, ça se trouve ça va pas marcher. Donc on compile, je veux dire. Je l'avais moi avec l'optimisation au 3, c'est ma seule motivation. Et on lance le truc et ça marche pas. Bon après on va regarder le code. Je vais voir si je peux l'afficher. C'est où? Ouais, mais ça marche pas. Pourquoi c'est là? Non, c'est bon, ça marche. Alors ça, c'est du petit code tranquille. Alors, donc là, c'est mon code. Ah ouais, là, je peux faire. Je sais faire. Donc là, c'est le super code pour accéder à la mémoire. Faut pas oublier de free à la fin. Et donc là, en probratif, une belle pop. Alors ça, c'est le code ASM. Donc tout au début, c'est toutes les librairies système qui sont top. Ce qu'on va voir, c'est mon code, il est trop bien. Ça c'est les erreurs. Ah ouais, ça c'est encore le système ça. Le code bien il arrive. Ah il y a plein de trucs, hein, ça rigole pas. Vraiment, je crois qu'il y a toute la STL. Putain mon code il a disparu. Question. Bon, on s'en fout. Non, ça, c'est ça qu'on veut voir. Ça, c'est du bon code. Ouais, merci. Donc, pour en revenir, module a disparu. Où es-tu, module? Module est là. Module s'appelle Q. Donc, module s'appelle Q maintenant. Donc, c'est plus module.malloc que je dois faire. C'est Q.malloc. C'est pas écrit dans la doc. Si, mais c'est pas écrit dans la doc. Donc, ben voilà. Donc E3 ça marche bien. Faut juste savoir. Et bien après tout ça, j'ai eu un truc qui marchait à peu près. Qu'est-ce que je fais là? Ok. Noémie m'a dit, vas-y, prends la Nike, c'est trop bien, tu verras. Ça poudre. Hop.
détendu et tout. Souris. Alors, ça marche vachement moins bien quand l'écran n'est plus la bonne taille. Donc ça, c'est en fait, c'est un petit benchmark rapide. Ça va pas montrer grand chose parce qu'il se passe rien d'autre que loader les images et du coup, lui, ça va. Donc en gros, ça c'est loadé avec Canva. C'est une image, combien? Elle fait 4 mégas, je crois. Donc ça va, c'est plutôt rapide. Et puis, ça lag pas trop. On va arrêter parce qu'on s'en fout. Et ça, c'est loadé avec du SMJS O3. Attention, c'est impressionnant. Hein. Bon, ça load à peu près à la même vitesse, si ce n'est plus lentement. Et non, aussi par contre, lui il marche mieux. Donc c'était prévu, les performances c'est pourri, mais lui il marche mieux. Donc voilà. J'ai un dernier slide. Hop, trop bien. Hop, questions. Cette question? Attends. Comment tu as découvert tout ce qu'il fallait aller chercher dans la mémoire, là, dans la HIP Alors, ça a été par étapes. La première étape, ça a été de mettre des... Alors, comment j'ai découvert? Alors, c'est écrit un peu hein, qu'il faut aller chercher dans la HIP. Hein. Après, quand ça marchait pas... C'est la doc de la HIP, ça? C'est la doc de MScripten, ouais. Ah, de MScripten. En fait, la question que tu as posée, je sais pas si les gens n'ont pas entendu, c'est comment tu as trouvé où chercher les trucs dans la HIP? Donc, effectivement, la réponse c'est il y en a dans la doc. Après, au début, ça marchait pas. Ça a été assez stressant parce que j'ai dû débugger la SMJS et c'est moyen. D'autres questions? Ah, deux en même temps. Ouh. Fight to the death. Ça vaut le coup de se faire chier ou pas? Ouais, c'est marrant. Non, mais si, je veux dire, là ça marche bien Canva parce qu'il fait que ça. Quand le mec il upload et qu'il y a Angular qui tourne derrière, ça fait vachement moins le malin. Et là en plus je load pas beaucoup d'images en même temps, donc voilà. Oui. Bah, c'était à peu près la même question en fait en termes de performance. Est-ce que tu as pu comparer la version native et cette version-là? Ouais, c'est marrant. Par contre, là, il fait rien, donc j'ai répété la même réponse, mais ouais, j'ai comparé un peu. Bah, du coup, la comparaison, c'est que c'est moins rapide, en gros, ce qui paraît normal parce que l'autre, c'est une implémentation native. Mais par contre, bah, tu peux paralyser, quoi. Tu craches pas toute ton nuit juste parce que tu veux loader plein de photos à l'écran. Chrome, il s'en sort là-dessus? Non. Cool. Ah, on peut tester hein, si tu veux. T'as Chrome? Oui. Je pense normalement il plante parce que j'ai collé ça ce matin et ah, c'est bon? Ah ouais, c'est bon. Attention. Alors. Oh putain de rapidité. Et même pas il plante en plus. Ouais, enfin... C'est moins rapide, bah, en même temps, c'était prévisible. Parce qu'il n'y a pas SMJS sous Chrome?
Tu voulais que je le dise? Ah ok, il n'y a pas SMJS sous Chrome. Magnifique. Mais pourtant, je ferai, hein, je veux dire, je peux pas faire mieux. Ah oui, si, point très important aussi. Il y a une settings qui est assez perverse. C'est qu'en gros, quand on compile le script, il y a une valeur qui s'appelle Total Memory et qui détermine la mémoire totale. Et donc, généralement, la valeur par défaut, je sais plus combien c'est, mais c'est pas beaucoup. Et en gros, ton appli elle plante, elle dit il n'y a plus de mémoire. Et du coup, il y a une settings comme export function qui s'appelle Total Memory qu'on peut changer à la compilation et hop, ça augmente la mémoire. Comme en Java, comme en PHP, comme non, tous les langages, sauf ceux qui n'ont pas de problème. Nouvelle question. Oui, jeune homme. Question. Est-ce que pour améliorer les performances, tu as envisagé, au lieu de décoder le JPEG, de réduire sa résolution en ASM Alors là, je ne fais pas en ASM. Si. Alors, sauf que si tu arrives à me trouver un moyen de réduire la résolution d'un JPEG sans avoir un bitmap avant, je prends. Mais je ne crois pas que ça existe. Parce que le JPEG, c'est compliqué. Is dead. D'autres questions? Oui, grand chevelu. Oui, c'est moi. Je n'ai pas tout écouté, mais est-ce que tu as comparé la vraie version native, c'est-à-dire une compilation en C sur ta machine et faire tourner le programme natif, et comparé aux performances que tu as en SMJS sur la même fonction? Non. La raison, c'est que je ne compile pas du C, moi, monsieur. Non. Pas jusqu'au bout. Just the tip. Et toi? T'avais pas une question? Ah ouais, WebGL, très bien. Si, sûrement. Sauf que... si, alors, les pistes que j'ai trouvées, c'était de créer une texture et de changer sa taille. Sauf que j'ai pas trouvé de très très bonne doc pour faire ça. Donc je l'ai pas fait. Mais si, je pense que ça marche bien. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire vu que ça marche pas dans Chrome? Alors, je le fais pas. La fiche des carrés. Voilà. Tant pis pour eux. Ils ont qu'à avoir un mauvais browser. Et il n'y a pas une API Canvas qui arrive dans les workers? J'en sais rien. Si? Trop bien. Moi j'ai encore une question. Est-ce que tu as profilé le code qui tournait dans ton benchmark? Alors, pour voir où ça... qu'est-ce qui prend du temps? Bonne question. Ce qui prend du temps, c'est de loader l'image dans le Canva, généralement. C'est le put image data ou le put n'importe quoi dans le Canva qui fait 9 mégas. Donc, ouais, c'est assez connu que Firefox a des performances catastrophiques sur... Alors, ouais, ça tourne vachement moins bien que Chrome, ça c'est sûr. Après, c'est ce que je dis, en conditions réelles, j'avais quasiment les mêmes performances en SMJS sous Firefox que en Canva sous Chrome dans l'UISA. Ouais, par contre, Canva, ça rame sa mère sur Firefox. Ouais. Mais le benchmark sur Firefox, il utilise aussi le Canva ou pas? Non, c'est une feinte. Il utilise juste image, mais ça revient quasiment au même en fait, niveau temps. Mais en fait, pour lire l'image, tu as deux choix. Ou tu crées un reader et tu lis en tant qu'array buffer et tu vas le mettre dans ton Canva, ou tu lis en data URL et tu le mets dans l'image. C'est au choix. Ouais. Il pèse combien ton O3 au final? Ah, j'en sais rien. Si tu prends 10 secondes à le télécharger pour... Ah non, c'est pas si lourd que ça. Hein.
Je suis où là? Attends. Parce que... Et maintenant c'est ici. Hein. Combien ils pèsent? On peut regarder par là ou pas? C'est dommage, hein. Ah, maintenant je suis là. Ok. Putain, je voulais... Ah si, c'est bon, je peux mentir. Merde. Il fait 80 kilos. Bah, c'est toujours ce qu'on dit. Ouais, putain, c'est gros, 80 kilos. Ouais. Regardez combien il y a d'images sur votre site et 80 kilos, c'est pas gros. On fait un site de gestion de photos, on envoie plein de photos. 80 kilos, c'est pas gros. C'est bon? C'est tout? Merci. Au revoir. Apéro.